Je me tenais au bout du tapis rouge, les projecteurs dans les yeux, et le vigile me fixait avec cette pitié que je déteste. « Madame, votre nom ne figure pas sur la liste. L'anniversaire du docteur Marceau est une soirée privée. » Derrière lui, 150 invités en tenue de soirée se retournaient, les coupes de champagne à la main. Je suis Clémence, 69 ans, veuve, et ce soir-là, devant ce portail illuminé, j'ai compris que mon propre fils avait oublié une chose simple, qui avait payé le gâteau de ses 40 ans. L'odeur de parfum cher et de fleurs blanches ne ressemblait en rien à celle de ma jeunesse. Moi, je viens du port de Marseille, du bruit des ferries et du mélange de sel et de gasoil. Quand mon mari Georges est tombé d'un échafaudage, je me suis retrouvée seule avec un enfant de 6 ans, Marceau, et des dettes jusqu'au plafond. La vie ne m'a pas demandé si j'étais prête, elle m'a poussée. Alors j'ai fait la seule chose que je savais faire. J'ai cuisiné. D'abord un grand faitout de ragoût vendu à la sortie de l'usine, puis quelques plateaux pour des fêtes, puis un vieux garage transformé en petite cuisine. De fil en aiguille, la petite cuisine est devenue Délices de Clémence, une vraie entreprise de traiteur, avec ses fourneaux, ses chambres froides et ses camions. Marceau a grandi au milieu des casseroles. Il faisait ses devoirs sur un coin de table pendant que je roulais des centaines de petits choux. Quand il disait que la fumée des oignons lui brûlait les yeux, je répondais que c'était l'odeur de son avenir. Grâce à cette fumée, j'ai payé son école privée, ses études de droit à Aix-en-Provence, son premier appartement avec une bande de mer au loin. Il est devenu avocat, le fameux docteur Marceau, et j'étais fière. Je ne demandais rien, seulement de pouvoir continuer à me lever à l'aube, sentir l'ail revenir dans l'huile et savoir que tout cela avait servi à quelque chose. Puis il a rencontré Amandine. Elle venait d'un monde où l'on a un nom de famille avant d'avoir de l'argent. Elle était fine, très polie, toujours tirée à 4 épingles. Le jour où elle a visité ma cuisine industrielle, elle a regardé mes employés comme on regarde des ouvriers derrière une vitre. « Que c'est charmant, votre service traiteur, Clémence, m'a-t-elle dit. Tellement manuel. » Elle a prononcé manuel comme d'autres prononcent sale. Après cela, mon fils a commencé à changer. Devant leurs amis, je ne suis plus restée maman. Je suis devenue ma mère, puis Clémence. Les dimanches de plats en sauce à la maison ont disparu. Ils ont été remplacés par des déjeuners rapides dans des restaurants où Amandine lisait la carte comme un dossier. Un jour, dans ma petite cuisine, il a repoussé mon flanc et m'a dit que, selon Amandine, je devrais me moderniser, prendre un gérant, partir un peu. J'ai entendu ce qu'il ne disait pas. Il voulait l'argent de Délices de Clémence, mais pas la femme en tablier qui était derrière. Quand j'ai entendu parler de la fête de ses 40 ans, ce n'est même pas lui qui m'en a parlé. C'est Sophie, ma fidèle bras droit. Clémence, le docteur Marceau a commandé le forfait prestige pour 150 personnes et il veut absolument ton gâteau impérial aux châtaignes, m'a-t-elle dit. Mon cœur a bondi. Il avait pensé à mon gâteau. Les jours passaient pourtant et aucun carton ne tombait dans ma boîte aux lettres. Je me répétais qu'il était débordé, que Amandine était tête en l'air. La veille de la fête, j'ai pris mon téléphone. « Maman, quelle surprise, tout va bien », a-t-il répondu, la voix pressée. Quand je lui ai demandé l'heure et l'adresse, il y a eu un silence froid, puis il a fini par lâcher le nom du domaine sur les hauteurs d'Aix. « Viens bien habillé, c'est très chic », a-t-il ajouté en riant. « Essaye de ne pas avoir l'air de sortir de la cuisine. » Il a raccroché. Le soir même, j'ai battu les blancs du gâteau à la main, comme quand il était petit. 1 ou 2 larmes sont tombées dans la pâte. J'ai dit à Sophie que c'était la vapeur. Le lendemain, j'ai enfilé ma robe de velours bleu nuit, ces escarpins qui me coupaient les pieds, et j'ai laissé une coiffeuse tirer sur mes cheveux jusqu'à ce que mon crâne brûle. Dans la glace, je voyais une version plus dure de moi-même. Mais au moins, je ressemblais à une invitée. J'ai conduit mon vieux Renault, mon tonnerre bleu, jusqu'au domaine. Devant le portail, les voitures de luxe s'alignaient. Un jeune voiturier m'a presque envoyé vers l'entrée de service. « Je ne suis pas du service, je suis invité », ai-je répondu en lui tendant la clé. Sous l'arche de fleurs blanches, un violon jouait, les verres tintaient, les rires montaient. J'ai aperçu Marceau de dos, en costume sombre, la main posée sur les reins d'Amandine moulée dans une robe rouge. J'ai avancé, mes talons résonnant sur le marbre. Toc, toc, toc.
Un homme en noir, oreillette à l'oreille, s'est placé devant moi. « Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. » Clémence Dubois, la mère de Marceau. Il a fait glisser son doigt le long de la liste, une fois, deux fois. Son front s'est plissé. Clémence, la mère de Marceau. Il a levé les yeux vers la salle. Amandine nous regardait. Elle a posé la main sur le bras de mon fils. Marceau s'est retourné. Nos regards se sont croisés. Et pendant une seconde, j'ai cherché le petit garçon qui venait lécher la cuillère de crème dans ma cuisine. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai vu un homme inquiet. Il a secoué la tête, un non discret, et s'est remis de profil comme si je n'existais pas. Le vigile a avalé sa salive. « Madame, je suis vraiment désolé, votre nom ne figure pas sur la liste. Le docteur Marceau m'a prévenu que vous pouviez éventuellement vous présenter. Il a demandé que l'on vous dispense. » Ce mot a claqué dans ma poitrine. Autour de nous, les conversations baissaient. Quelques invités regardaient, d'autres détournèrent les yeux. La vieille mère refoulée à l'entrée, voilà le tableau de la soirée. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, le velours me collait à la peau, mes chaussures m'écorchaient les talons. J'aurais pu hurler, raconter que son premier costume avait été payé en roulant des milliers de petits fours. Je n'ai rien dit. J'ai respiré profondément, j'ai levé le menton et j'ai regardé le vigile dans les yeux. « Pas de souci, mon garçon. C'est sans doute moi qui me suis trompée. Dites au docteur Marceau que je lui souhaite un très bon anniversaire. Sa fête est magnifique. » Je me suis retournée, la tête haute. Chaque pas sur le marbre sonnait comme un coup de marteau. Je sentais les 150 regards accrocher mon dos jusque sur le parking. Le voiturier m'a lancé les clés de Tonnerre Bleu sans même me regarder. Une fois la portière fermée, le silence m'a englouti. Les larmes ont jailli d'un coup, brûlantes, emportant le mascara et la dignité que j'avais essayé de sauver. J'ai pleuré pour moi, pour le petit garçon que je ne reconnaissais plus, pour toutes ces nuits debout devant le four. Puis les sanglots se sont calmés. Une autre sensation est arrivée, froide et nette, comme un couteau propre. Ils m'avaient humilié, ils m'avaient dispensé, mais ils avaient oublié un détail. Tout le buffet de cette belle soirée, du premier canapé jusqu'au gâteau impérial, sortait de ma cuisine. Et rien, absolument rien, n'avait encore été payé. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis restée un long moment dans ma voiture, les mains serrées sur le volant, le visage encore humide. Puis quelque chose a basculé. Une lucidité froide, presque tranquille, est montée en moi. Ils voulaient m'effacer de leur belle soirée, mais ils avaient oublié que, sans moi, il n'y avait ni buffet, ni service, ni surtout ce gâteau impérial aux châtaignes que Marceau adorait quand il était petit. J'ai essuyé mes joues, pris mon vieux téléphone à touche et composé le numéro de Sophie. Elle a décroché en une sonnerie. « Clémence, alors, raconte, la fête est superbe, non ?» Avant même qu'elle continue, ma voix est sortie nette comme un couperet. « Où est le camion du gâteau ?» Elle s'est tue. Édouard est parti il y a une demi-heure. Il doit être à 20 minutes du domaine. Pourquoi ? Il y a un problème ? Oui, Sophie, il y a un problème. Je veux que tu l'appelles maintenant. Dis-lui de s'arrêter où qu'il soit, stopper le camion immédiatement, ne pas livrer au domaine. Silence. Puis un souffle, presque un rire incrédule. Clémence. Vous êtes sûre ? Très sûre. Et ce n'est que le début. Sophie connaissait ce ton-là. Celui que je prenais quand la vie me forçait à sortir les griffes. Elle n'a pas insisté. Très bien, je m'en occupe. Je t'appelle dès que j'ai Édouard. J'ai raccroché. Le moteur de Tonnerre Bleu ronronnait doucement, comme s'il approuvait. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Clémence, Édouard a arrêté le camion sur une aire. Il attend tes instructions. Parfait. Tu vas lui dire ceci. Il ne va plus au domaine. Il tourne direction Marseille. Il livre le gâteau impérial, les 200 litres de boisson et les 10 000 pièces salées à l'orphelinat Sainte-Louise. Et tu préviens la sœur Lucie que c'est une fête surprise. J'ai entendu Sophie retenir un éclat de rire. Les enfants vont être fous de joie. Oui, et ce ne sera pas la seule surprise ce soir. Maintenant, deuxième partie.
Tu vas prévenir toute l'équipe qui est déjà dans la cuisine du domaine. 22 personnes, si mes comptes sont bons. Tu leur dis ceci, mot pour mot. Urgence sanitaire à la cuisine centrale. Ordre de la direction. On remballe tout. Tout, Sophie. Les canapés, les plateaux de fruits de mer, les sushis, les fromages, même les coupes déjà servies. Tout retourne dans les conteneurs thermiques. Une partie va à l'orphelinat, le reste au souper de Père Augustin. Et il quitte le domaine en 10 minutes. Pas 11. 10. Cette fois, Sophie n'a pas ri. Elle a soufflé, impressionnée. Je transmets. Et Clémence, tenez-vous prête, cela va être quelque chose. Je me suis reculée dans le siège. Je savais. J'ai démarré, fait le tour du pâté de maison et me suis garée dans une ruelle latérale, juste à côté de l'entrée de service du domaine. Je pouvais voir les silhouettes, les lumières, entendre les éclats de voix. La musique, elle, couvrait à peine ce qui allait suivre. 10 minutes, c'est le temps exact qu'il a fallu. Je les ai vus sortir en file, comme une troupe parfaitement réglée. Gérard en tête, l'air grave comme un général. Les serveurs, les cuisiniers, chacun portant plateau, bac isotherme, chariot roulant. La discipline parfaite. Ils entraient dans les 2 fourgons réfrigérés que Sophie avait déjà fait appeler. Puis, la scène que j'attendais s'est jouée. Une voix stridente a percé la nuit. C'était Amandine. Elle courait derrière les bacs de sushis portés par 2 commis. Où allez-vous avec cela? Vous devez le remettre en place. C'est le buffet du docteur Marceau. Gérard ne s'est même pas retourné. Il a répondu d'un ton calme, presque doux. Ordre de la direction, madame. Risque sanitaire. Il faut tout retirer. Et il a continué d'avancer. Amandine a poussé un cri étranglé. Marceau est apparu à son tour, rouge, essoufflé, tirant sur sa veste. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Où est passé le buffet? Un serveur, plein de bonne volonté mais paniqué, lui a tendu un papier. Je l'ai entendu dire « Monsieur, c'est un ordre ». La direction a demandé à tout interrompre. L'expression sur le visage de mon fils valait tous les gâteaux du monde. La bouche ouverte, les mains crispées, incapable de comprendre que, pour une fois, personne ne lui obéissait. Dans le salon, la musique s'est arrêtée. Les invités regardaient autour d'eux, perdus, certains avec leurs assiettes à moitié pleines. Des dames en robe longue levaient les sourcils, des hommes murmuraient. J'ai même aperçu un couple qui s'est approché d'un plateau vide, l'air de demander si c'était une performance artistique. Sophie m'a rappelé au moment même où Gérard fermait le dernier fourgon. « Clémence, tu ne vas pas y croire. Raconte. » Elle reprenait son souffle tellement elle riait. La musique s'est stoppée. Les invités ont commencé à poser des questions. Amandine a failli se mettre à pleurer. Marceau a menacé tout le monde de poursuite. Et Gérard lui a répondu « Monsieur, la cuisine appartient à Délices de Clémence. Sans livraison, pas de service. Appelez une pizzeria si vous êtes pressé. » J'ai souri dans l'ombre. Le sourire le plus calme que j'avais eu depuis très longtemps. Et Sophie a ajouté, sa voix pleine d'admiration, « Clémence, c'est le chaos complet. On dirait un film. La haute société d'Aix-en-Provence en train de chercher quoi manger, avec votre fils au milieu, incapable de comprendre ce qui se passe. Et le gâteau? Déchargé à l'instant. Les enfants sont en train d'hurler de joie. Je me suis adossé au siège de Tonnerre Bleu. Dans la ruelle sombre, j'entendais encore les cris, les ordres, la panique. Ils m'avaient opposé un portail fermé. Je venais de leur montrer qu'il n'y a pas de porte assez solide pour arrêter une femme qui connaît la cuisine. Et la facture. Le lendemain matin, je me suis levée avant le soleil, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement la cuisinière qui dirigeait son équipe. J'étais la patronne. Celle qui tient les comptes, celle qui dit oui ou non, celle qui décide du destin de son entreprise. J'ai mis ma tenue de travail, mon pantalon en toile solide, mes chaussures confortables, mon tablier bleu marine. Lorsque je suis entrée dans la cuisine industrielle de Délices de Clémence, l'odeur de l'ail frémissant dans l'huile m'a accueillie comme une vieille amie. Les marmites résonnaient déjà, les camions se préparaient à partir. C'était mon royaume, et je n'avais plus l'intention d'en laisser quelqu'un d'autre tourner les clés. Sophie m'attendait dans ma petite salle de verre, celle où je signais les commandes. Elle avait préparé 2 cafés. « Bonjour, Clémence.
Vous avez dormi? Comme un rocher, ai-je répondu. Et vous? Elle a souri. J'ai dormi mieux que d'habitude. Les bonnes décisions font cet effet. Nous avons bu une gorgée en silence. Puis elle m'a dit qu'elle avait tout organisé pour la visite de M. Almeida, mon ancien comptable, celui que Marceau avait mis à la retraite parce qu'il était trop strict. La vérité, c'est que M. Almeida ne laissait rien passer et Marceau préférait quelqu'un de plus souple. À 9 heures précises, M. Almeida est entré dans la cuisine. Toujours le même, mince, lunettes fines, costume dépassé mais repassé, dossier de cuir à la main. Ses yeux, en revanche, vifs comme des lames, n'avaient pas pris une ride. « Bonjour Clémence. On m'a dit que vous aviez besoin d'une vraie paire d'yeux. » J'ai serré sa main. « J'ai besoin de bien plus que cela, maître. » Nous nous sommes installés dans la petite salle de réunion. Sophie y avait empilé les relevés bancaires, les registres, les factures et la comptabilité complète des 5 dernières années. Je savais que Marceau avait la main lourde, mais je n'imaginais pas l'étendue de ce qui allait apparaître. Au début, il n'y avait que des grimaces de la part de M. Almeida. Puis des soupirs, puis des petits grognements. Il commentait à voix basse, plus pour lui-même que pour moi. Voyage en Italie à 70 000 €. Recherche de tendance, paraît-il. Restaurant à 5 000 €, 3 fois par semaine. Carte corporative utilisée pour des cadeaux qui n'avaient rien à voir avec l'entreprise. Et ici, un mois entier où les dépenses personnelles de Marceau dépassaient notre marge de bénéfice. Je sentais la colère monter, mais une colère froide, celle qui vous donne les idées claires. « C'est illégal », ai-je murmuré. Monsieur Almeida a levé les yeux. « C'est surtout très stupide. Votre fils se comportait comme si cette entreprise était un coffre sans fond. Il a vidé la maison pendant que vous étiez en train de la construire. Puis nous sommes arrivés au pire. Un document électronique signé il y a 3 mois. Un prêt. 250 000 €. Contracté au nom de Délices de Clémence. La ligne de destination des fonds n'était pas la nôtre. L'argent avait été transféré directement sur le compte de la boutique d'Amandine. Et c'est ici que j'ai senti mon ventre se tordre. Monsieur Almeida a froncé les sourcils en agrandissant le document. La signature utilisée était celle de Marceau, mais la procuration... Il a pris une longue inspiration. « Clémence, cette procuration date de 2015. Vous lui aviez donné uniquement pour régler une histoire de permis municipal, pas pour contracter des prêts en votre nom. Il a détourné votre autorité. Il a falsifié la portée juridique du document. Les mots sonnaient comme une cloche de fer. Détourner. Falsifier. Utiliser ma confiance comme une clé pour ouvrir la porte de mon propre coffre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas tremblé. J'ai senti un grand calme envahir mon corps. Le genre de calme que j'avais déjà connu une fois, quand j'avais décidé, à 29 ans, de ne pas laisser la mort de Georges me mettre à genoux. Alors, ai-je demandé doucement, « Qu'est-ce que l'on fait maintenant ?» Monsieur Almeida a posé ses lunettes sur la table. D'abord, nous révoquons immédiatement cette procuration. Ensuite, nous suspendons son salaire de consultant. Puis nous envoyons une notification extrajudiciaire concernant le prêt. Et nous préparons un dossier complet au cas où il y aurait besoin de porter plainte. Je l'ai regardé. J'ai hoché la tête. Non pas avec rage, mais avec la certitude d'une femme qui sait qu'on lui a arraché assez de morceaux pour toute une vie. Maintenant, c'est moi qui reprends les ciseaux. Sophie est entrée dans la pièce pour nous apporter un autre café. Elle a regardé mes yeux, puis ceux de M. Almeida, et elle a compris sans que je dise un mot. Alors, Clémence, on fait quoi? J'ai pris le café chaud dans mes mains. On remet la maison en ordre. Et on ferme les fenêtres par lesquelles passent les voleurs. Je me suis tournée vers les piles de documents. Chaque feuille était une preuve. Chaque ligne, un mensonge. Et au milieu de tout cela, une certitude grandissait. Je n'allais pas me venger. Je n'allais pas crier. J'allais nettoyer, ranger, réparer, avec méthode. Je ne comptais plus être la mère qu'on utilise. Je redevenais la femme qui a construit un empire à partir d'un seul fait-tout. Et cette femme-là ne recule jamais. Ce jour-là, j'ai commencé le plan. Un plan froid, précis, silencieux. Un plan qui allait remettre chaque pièce à sa place. Et certains n'allaient pas aimer la nouvelle disposition. Le lendemain, un peu avant midi,
Alors que M. Almeida et moi étions encore plongés dans les documents, le vacarme a commencé dans le couloir. Une voix aiguë, affolée, qui montait en volume comme une bouilloire oubliée sur le feu. Puis, un claquement de talons rapide. Je n'ai même pas eu le temps de regarder Sophie que la porte de la salle de réunion s'est ouverte d'un coup sec. Amandine est entrée comme une tempête. Cheveux défaits, mascara coulé, manteau encore sur les épaules. Elle n'avait rien de la femme glaciale et impeccable que j'avais vue à la fête. Elle tremblait de rage. C'est quoi cette folie, Clémence? Quels sont ces blocages de cartes? Pourquoi la boutique ne peut plus payer le loyer? Vous avez perdu la tête? Elle n'attendait pas de réponse. Elle tournait autour de la table, brandissant son téléphone comme une arme. Vous avez humilié tout le monde hier soir, et maintenant vous essayez de nous ruiner? Vous n'avez pas honte? J'ai levé la main. Amandine, asseyez-vous. Je ne vais pas m'asseoir. Vous allez tout réactiver maintenant, sinon je... Non. Elle s'est figée, surprise par la fermeté de ma voix. Asseyez-vous. Nous allons parler avec des faits, pas avec des cris. Elle a tiré une chaise comme si elle voulait l'arracher du sol et s'est assise en serrant la poignée de son sac. J'ai fait signe à M. Almeida. Il a posé devant elle la première liasse de documents. Commençons par vos dépenses personnelles payées par délices de Clémence. Voyages, restaurants, cadeaux, vêtements, tous réglés avec la carte corporative. Elle a respiré fort, le menton tremblant. Marceau avait dit que c'était normal. Qu'un couple dans notre position devait entretenir un certain niveau. J'ai pris une autre feuille. Et ici, la boutique. 3 ans de déficit. Chaque mois, vous épongiez vos pertes avec l'argent de mon entreprise. Cela, c'est illégal. Le mot a fait un écho particulier. Elle a blêmi. Je ne savais pas. C'est Marceau qui... Non, ai-je dit calmement. Vous saviez? Peut-être pas dans les détails, mais vous saviez que vous viviez au-dessus de vos moyens. Ce train de vie n'était pas financé par votre travail, mais par le mien. Monsieur Almeida a ouvert la dernière chemise. Et ceci est la partie la plus grave. Un emprunt de 250 000 € contracté au nom de Délices de Clémence. Signé avec une procuration vieille de 10 ans. L'argent a été transféré directement sur le compte de votre boutique. Amandine a porté ses mains à la bouche. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais signé. Je ne vous accuse pas d'avoir signé. Je vous accuse d'avoir profité. Elle allait répondre quand un nouveau fracas a retenti dans le couloir. Des pas lourds. Une respiration courte. La porte s'est ouverte brusquement. Marceau est entré, livide, décoiffé, les yeux fous. « Qu'est-ce que tu as fait, maman ?» Il ne disait jamais maman quand Amandine était là. Cette fois, il avait oublié son rôle. Il a pointé un doigt vers moi. « Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Tu as détruit la fête. Tu as fait un scandale planétaire. Et maintenant, tu bloques mes comptes. Tu veux me ruiner. Tu as perdu la tête ?» Je me suis levé lentement. « Marceau, assieds-toi. » Il n'a pas bougé. « Non, c'est toi qui vas m'écouter. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je suis avocat. Monsieur Almeida l'a interrompu en faisant glisser la pile de documents devant lui. « Très bien, docteur. Alors, lisez. » Marceau a parcouru les feuilles. Son visage s'est décomposé. Ligne après ligne, preuve après preuve. Les restaurants, les voyages, la boutique, les transferts, le prêt frauduleux, la procuration détournée. Il a fini par lâcher. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai pris la feuille du prêt et l'ai posée devant lui. Tu as utilisé ma signature. Tu as mis mon entreprise comme garante. Tu as pris cet argent pour couvrir des dépenses que tu ne pouvais pas assumer. Tu n'étais plus en train de gérer. Tu étais en train de piller. Il a serré les dents. C'est Amandine qui... Non! Amandine s'est dressée d'un bond. Tu vas pas recommencer. Tout ça, c'est toi. Tu disais que ta mère était une bonne poire, qu'elle ne comprend rien à l'argent, que c'était facile. Ils se sont mis à se disputer entre eux, comme 2 enfants qui se dénoncent après avoir cassé une fenêtre. Je les ai laissés quelques secondes. Puis j'ai frappé la table. Silence. Ils se sont tus. Je me suis assise. Vous allez écouter attentivement. J'ai pris une enveloppe cartonnée. À l'intérieur, la notification extrajudiciaire. Premièrement, les cartes corporatives sont bloquées définitivement. Deuxièmement, la boutique cesse immédiatement de recevoir le moindre centime.
Troisièmement, l'appartement de la Corniche, celui dont je suis la garante, ne sera plus payé par moi. Vous avez 30 jours pour reprendre la dette en votre nom ou le rendre à la banque. Amandine a lâché un sanglot. 30 jours, c'est impossible. Marceau s'est agrippé à la table. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. On va tout perdre. J'ai relevé la tête. Ne m'appelle plus maman. Il a figé. À partir de maintenant, pour toi, je suis Madame Clémence Dubois, ta créancière. La pièce est devenue silencieuse comme une église vide. Amandine pleurait. Marceau tremblait. Et moi, pour la première fois depuis des années, je respirais vraiment. Les 30 jours qui ont suivi ont eu un goût étrange, un mélange de soulagement et d'amertume. Je n'ai pas cherché à savoir comment Marceau et Amandine allaient gérer la tempête. Je savais que, tôt ou tard, les conséquences les rattraperaient, et elles les ont rattrapées plus vite que je ne l'aurais imaginé. La première semaine, ils ont vendu les 2 voitures de luxe. Je l'ai su parce que M. Almeida, consciencieux comme toujours, avait engagé un enquêteur pour suivre les mouvements importants liés au remboursement du prêt. Les voitures ont été liquidées en urgence, presque au rabais. Cela n'a pas suffi. La boutique avalait encore de l'argent. Les dépenses privées des derniers mois étaient immenses. Les dettes étaient comme une nappe d'huile. Dès que l'on croyait en avoir épongé une partie, une autre surface se mettait à briller. La deuxième semaine, ce furent les bijoux, les bracelets en or, les colliers de marque, les bagues que Marceau m'avait juré avoir achetées avec ses économies. Un matin, on a rapporté à M. Almeida qu'Amandine était sortie d'une bijouterie du centre de Marseille en pleurs, avec une enveloppe toute mince à la main. L'argent fondait entre leurs doigts comme du beurre au soleil. La 3e semaine, ils ont tenté de négocier un délai avec la banque pour l'appartement de la Corniche. La banque a refusé. Normal, Marceau n'avait plus de salaire. Je l'avais suspendu légalement, et M. Almeida avait fourni tous les justificatifs. Pour une fois, la loi jouait en ma faveur, et j'avoue que cela m'a fait du bien. La 4e semaine, ils ont commencé à vendre les sacs de luxe d'Amandine. Je ne l'oublierai jamais, une photo qu'un collaborateur de M. Almeida m'a montrée. Amandine, lunettes noires, manteau froissé, en train de poser un sac de marque sur le comptoir d'un revendeur de seconde main. Elle avait ce regard vidé, celui d'une femme qui tombe d'une tour et qui réalise, en plein vol, que personne ne va la rattraper. Puis est arrivé le 30e jour, celui que même moi j'attendais avec une boule dans la gorge. Je me suis garé à l'angle de leur immeuble, dans tonnerre bleu, moteur au ralenti. Je ne voulais pas être vu. De ma place, je pouvais apercevoir l'entrée. À la place du camion de déménagement luxueux qu'ils utilisaient autrefois, un petit camion de transport, cabossé, avec un autocollant, déménagement économique, collé de travers. 2 hommes ont commencé à descendre des meubles. Un canapé en cuir blanc traîné sans ménagement, une table renversée, des cartons empilés au hasard. Rien ne ressemblait à l'élégance qu'ils arboraient autrefois. Puis je les ai vus. Amandine d'abord, pas maquillée, le visage creusé, tiré, une queue de cheval mal attachée. Elle pleurait en portant une boîte trop lourde. Marceau l'aidait, le visage fermé, la barbe de plusieurs jours, une chemise froissée. Il avait l'air beaucoup plus vieux que son âge. C'est lui qui a sorti en dernier un petit sac contenant ce qui restait de leurs affaires importantes. Et à un moment, j'ai vu un geste qui m'a frappé en plein cœur. Marceau a retiré son ancien bracelet de marque, celui que je lui avais offert pour sa première embauche, et l'a donné au déménageur pour payer un supplément. Juste comme ça. Comme un garçon qui donne sa bille préférée parce qu'il n'a plus rien d'autre. Je suis restée dans ma voiture. Je n'ai pas bougé. Je voulais voir, mais je ne voulais pas ajouter une goutte supplémentaire de honte à cet océan qu'il traversait. Lorsque le camion est parti, je me suis dirigée vers ma vieille maison de la petite rue de Belle de Mai. J'y avais envoyé 2 jours avant un ménage complet et un peu de peinture. Rien de luxueux, mais propre, digne. Quand Marceau et Amandine sont arrivés, ils ont regardé la façade comme si c'était une ruine. Amandine a lâché. « On ne peut pas vivre ici, Marceau. » « Je refuse. » Sa voix était cassée, comme si elle s'était usée à force de protester depuis un mois. Je suis sortie de la cuisine, un sac en papier dans les mains. « Bonjour, » ai-je dit calmement. « Entrez. » Amandine a reculé, presque choquée de me voir là. Marceau, lui, a baissé les yeux, honteux.
J'ai posé le sac sur la table. À l'intérieur, 2 pains frais et de la mortadelle tranchée. Voilà le repas de bienvenue. Ce n'est peut-être pas un brunch de luxe, mais cela nourrit. Amandine a ouvert la bouche, comme si elle allait se plaindre. Mais aucun son n'est sorti. Elle s'est assise. Elle avait faim. Elle a mangé. Après quelques minutes de silence, j'ai regardé mon fils. « Marceau, tu n'as plus de salaire ici. Mais Monsieur Almeida t'a trouvé un poste à la défense publique. Ce n'est pas payé comme ton ancien train de vie, mais c'est honnête. Tu commences lundi. » Il a hoché la tête, les yeux rougis. « Et toi, Amandine ? La boulangerie du coin cherche quelqu'un pour servir les clients. Tu peux commencer demain matin. Cela paiera la lumière et l'eau. » Elle m'a regardée comme si je lui annonçais une punition divine. Moi ? Servir du café ? Oui, servir du café, dire bonjour, merci et rendre la monnaie. C'est un travail comme un autre. Et tu vas le faire. Ils ne m'ont pas répondu. Ils ont simplement mangé en silence. Je les ai laissés. La porte s'est refermée derrière moi. Et dans la ruelle, en marchant vers Tonnerre Bleu, j'ai senti pour la première fois non pas la colère, mais un grand calme. Ils avaient touché le fond. Et maintenant, il ne leur restait plus qu'à apprendre à vivre sans voler l'air des autres, en particulier le mien. Les semaines suivantes ont filé à une vitesse étrange, comme si le temps, soudain, avait décidé de m'offrir un peu de douceur après des années de tempêtes silencieuses. Une chose était sûre, Délices de Clémence n'avait jamais été aussi vivante. Sans la fuite constante de l'argent, sans les caprices de Marceau et les ambitions creuses d'Amandine, l'entreprise avait respiré. J'ai pu acheter 2 nouvelles mélangeuses, remplacer un four vieillissant et, surtout, augmenter le salaire de plusieurs employés qui le méritaient depuis longtemps. L'équipe travaillait avec une énergie nouvelle, comme si tout le monde avait senti que nous étions enfin libérés de quelque chose de lourd et d'invisible. Un matin, en regardant la dizaine de jeunes femmes qui travaillaient avec nous en stage, j'ai senti une envie ancienne remonter à la surface. J'ai appelé Sophie. « Nous allons créer un programme », ai-je dit. « Un vrai. » Elle m'a regardée, intriguée. « Quel programme ?» Je me suis entendue répondre sans hésiter. « Cuisinière de demain. » Et c'est ainsi que tout a commencé. J'ai sélectionné 10 jeunes femmes du quartier, des filles déterminées, certaines mères célibataires, d'autres cherchant simplement une chance. Tous les mardis et jeudis, je leur apprenais ce que personne ne m'avait appris. La discipline, les bases solides, la gestion des coûts, la valeur du travail bien fait et ce petit truc que l'on appelle dignité. Je n'enseignais pas seulement à cuisiner, j'enseignais à se tenir debout. 1 mois après leur arrivée, le téléphone de Délices de Clémence ne cessait de sonner. Des restaurants voulaient embaucher les jeunes femmes. Elles souriaient d'un sourire que je connaissais bien. Celui de celles qui, pour la première fois, se sentent capables. Cela valait plus que n'importe quelle reconnaissance officielle. Puis arriva le jour de ma visite annuelle à l'orphelinat Sainte-Louise. Je m'y rendais habituellement pour Noël, mais cette fois, j'avais envie d'y retourner plus tôt. J'ai rempli un camion entier, salé, gâteaux simples, jus, fruits frais, biscuits. Les enfants n'ont pas besoin de luxe, ils ont besoin de abondance. Quand nous sommes arrivés, les enfants se sont mis à courir vers nous, leur rire résonnant dans la cour comme des clochettes. Sœur Lucie m'a prise dans ses bras. « Clémence, ma fille, vous êtes une bénédiction. » J'ai souri. « Ce n'est pas une bénédiction, sœur. C'est du travail et de la justice. Beaucoup de justice. Je suis restée tout l'après-midi. J'ai distribué des parts de gâteau, j'ai écouté des histoires de devoirs difficiles, j'ai joué au ballon avec 2 petits garçons qui riaient si fort que j'en avais mal au ventre. Il y avait dans l'air cette odeur d'enfance, de poussière et de chocolat, qui m'a rappelé le temps où Marceau courait dans ma cuisine en réclamant une 2e part de flan. En repartant, Tonnerre Bleu avançant doucement dans les rues étroites, j'ai passé devant la petite boulangerie de la place. Je n'y aurais pas prêté attention si je n'avais pas aperçu, derrière la vitrine, une silhouette familière. Je me suis arrêtée. C'était Amandine. Elle portait un tablier blanc, légèrement taché de farine. Ses cheveux étaient attachés dans un chignon simple. Elle servait une cliente avec un sourire discret, presque timide. Pas le sourire brillant qu'elle offrait autrefois aux photographes de soirées mondaines. Non, celui-ci était humain, fatigué mais honnête.
Elle ne m'a pas vu. Je ne suis pas descendue. Je n'avais rien à lui dire. Elle suivait son propre chemin, un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé, mais qu'elle devait parcourir seule. J'ai repris la route. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai préparé un petit repas simple, du pain, du fromage, un peu de soupe. La maison sentait la propreté et le calme. Je me suis assise dans ma cuisine, cette cuisine qui avait vu ma vie entière se construire et se casser 1000 fois. La radio diffusait une vieille chanson française, de celle que Georges aimait. Je me suis levée, lentement, et j'ai commencé à danser. Seule, tranquille. La lumière douce éclairait les meubles usés, chaque objet à sa place, chaque souvenir rangé. En tournant doucement, j'ai pensé à tout ce que j'avais traversé. Au pont que j'avais construit toute ma vie pour que mon fils avance. Au pont qu'il avait tenté de brûler derrière lui. Mais ce qu'il n'avait jamais compris, c'est que ce sont toujours les mères qui posent les premières pierres, que nous savons reconstruire, que nous savons recommencer. J'ai fermé les yeux. Une phrase m'est venue, claire, simple, vraie comme un bon bouillon qui mijote longtemps. La justice a un goût amer, mais elle réveille. Et ce soir-là, je me sentais enfin éveillée. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.